Juillet 2003. Dans la chaleur écrasante de Mossoul, une ville meurtrie par la guerre, une maison ordinaire dissimule un secret mortel. À l'intérieur se terrent les deux hommes les plus recherchés d'Irak, Uday et Qusay Hussein. Depuis la chute de Bagdad, les fils de Saddam s'étaient volatilisés, mais la traque, elle, n'avait jamais cessé. Lorsque les forces américaines encerclent la propriété, l'option de la reddition est immédiatement balayée. La seule réponse viendra par le bruit des armes. Pendant 6 heures interminables, la villa est secouée par les tirs et les explosions de roquettes. Les murs s'effondrent, le silence est anéanti par le fracas du combat. Au crépuscule, le calme retombe enfin sur une carcasse fumante. Dans les décombres, la lignée de Saddam Hussein vient de s'éteindre dans le sang. Dans la poussière et le chaos du printemps 2003, Bagdad tombe. En quelques semaines, les troupes américaines prennent le contrôle de la capitale irakienne. Le régime s'effondre. Saddam Hussein disparaît et avec lui ses 2 fils, Uday et Qusay. Pour les forces d'occupation, la traque ne faisait que commencer. L'aîné, Uday, était l'héritier désigné, mais sa brutalité inquiétait même son père. Un soir de 1988, sa violence éclate au grand jour lorsqu'il bat à mort le valet personnel de Saddam lors d'une fête. Après cet incident, son père prend ses distances, mais Uday conserve un pouvoir immense. Il contrôle les médias et le comité olympique irakien, vivant dans un luxe tapageur tout en terrorisant son entourage. Les accusations s'accumulent. Viol, torture d'athlètes, meurtre pour la moindre contrariété. Son frère cadet, Qusay, était son opposé. Discret, il n'attirait pas l'attention, mais il opérait dans l'ombre avec une efficacité redoutable. Il dirigeait les services de renseignement, la police secrète et les opérations militaires les plus sensibles du régime. Lors des soulèvements de 1991, c'est lui qui orchestre la répression sanglante qui fait des milliers de morts. Au moment de l'invasion américaine, il était devenu l'héritier présomptif. Quelques semaines après la chute de Bagdad, les forces américaines sont face à un problème. Les piliers du régime se sont évanouis dans la nature. Pour aider les soldats à les identifier, l'armée a une idée singulière, un jeu de cartes. Chaque carte affiche le visage d'un membre du cercle rapproché de Saddam. Plus le rang est élevé, plus la carte est importante. Saddam est l'as de pique, Uday, l'aîné impulsif, est l'as de cœur. Qusay, le cadet silencieux et plus dangereux, est l'as de trèfle. Mais les cartes ne suffisent pas. Le gouvernement américain met alors leur tête à prix. 15 millions de dollars pour Uday, 15 millions pour Qusay. 30 millions de dollars au total, l'une des plus grosses récompenses jamais offertes dans l'histoire. Des tracts pleuvent du ciel. Leurs visages sont placardés à travers tout le pays, promettant une fortune inimaginable à quiconque les livrerait. Mais malgré la promesse, le silence persistait. Pourtant, malgré la récompense et les milliers de soldats sur le terrain, les frères restent introuvables. Les soldats fouillant les maisons, perquisitionnent les mosquées et interrogent des dizaines de personnes. Ils ratissent Tikrit, Bagdad et les autres bastions loyalistes. Aucun signe d'eux. C'est comme s'ils s'étaient volatilisés. Certains pensent qu'ils ont fui en Syrie, d'autres qu'ils se cachent auprès de chefs tribaux. Pour les Américains, l'ennemi était un fantôme. Alors que le régime s'effondrait, les frères Hussein fuyaient vers le nord. Leur destination, Mossoul, la 2e plus grande ville d'Irak, tout près de la frontière syrienne. Le choix était stratégique. Mossoul était un bastion du parti Baas, un foyer de loyauté envers Saddam. Ces rues abritaient des milliers de partisans qui méprisaient l'invasion américaine et qui étaient prêts à cacher les fils du régime déchu. C'était l'endroit idéal pour disparaître. Au début, Uday et Qusay changent constamment de refuge. Ils se déplacent de maison en maison pour brouiller les pistes. Seuls quelques contacts de confiance connaissaient leurs allées et venues. D'anciens collaborateurs, des proches de la famille, des gens qui s'avertent le danger, mais dont la loyauté ou la peur garantissaient le silence. Mais cette vie d'errance ne pouvait pas durer. Finalement, les 2 frères s'installent dans la villa d'un homme d'affaires, Nawaf al-Zaidan. Ce n'était pas un inconnu. Zaidan avait des liens avec le cercle rapproché de Saddam et avait déjà traité avec la famille. Une confiance s'était établie. Sa maison se dressait dans le quartier d'Al-Falah, une zone de classe moyenne. Une grande bâtisse de 3 étages avec des murs épais et de lourdes portes en métal. De l'extérieur, rien ne la distinguait des autres.
Mais à l'intérieur, elle était devenue le refuge des hommes les plus recherchés d'Irak. Qusay n'était pas venu seul. Il avait emmené avec lui son fils de 14 ans, Mustapha. L'adolescent était silencieux, toujours dans l'ombre de son père. Partout où allait Qusay, Mustapha le suivait. Pourquoi l'avoir entraîné dans cette fuite? Pour le protéger ou par incapacité de l'abandonner? Personne ne le sait. La présence de l'enfant ajoutait une nouvelle couche de danger. Il ne s'agissait plus seulement de leur propre survie. C'était désormais une question de famille. Dans la chaleur écrasante de l'été 2003, la loyauté de Nawaf al-Zaidan est mise à rude épreuve. Il ne s'agit plus seulement de politique, mais de la sécurité de sa propre famille. Mi-juillet, la pression devient insoutenable. Les forces américaines traquent toujours Saddam et ses fils, et la récompense promise pèse de plus en plus lourd. Nawaf al-Zaidan commence à douter. Craint-il d'être découvert? Ne croit-il plus à une fuite possible? Ou l'argent est-il simplement devenu trop tentant? Quelle que soit sa raison, il prend une décision qui va tout changer. Le 21 juillet, il contacte les Américains par l'intermédiaire d'un tiers. Il leur révèle que Uday et Qusay Hussein se cachent dans sa villa de Mossoul. Il ne laisse aucune place au doute. Il donne l'adresse exacte, décrit la maison et confirme leur présence. En échange, il exige une protection pour sa famille et l'intégralité de la récompense. Côté américain, la méfiance est de mise. Ils ont déjà reçu des dizaines de fausses informations qui n'ont mené nulle part. Mais cette fois, quelque chose est différent. La source est sûre d'elle, les détails sont précis et Nawaf est connu pour ses liens passés avec le régime, ce qui rend son témoignage crédible. Une petite équipe est envoyée discrètement à Mossoul. Ils surveillent le quartier, observent la maison à distance et à la fin de la journée, leurs doutes se transforment en quasi-certitude. Dès que la confirmation remonte, le commandement américain ne perd pas une seconde. Les préparatifs d'une opération militaire de grande envergure sont lancés. Il ne s'agira pas d'une arrestation discrète. Les Américains partent du principe que les deux frères sont lourdement armés et prêts à se battre jusqu'à la mort. Le plan est simple. Encercler la maison, exiger une reddition, et si les frères refusent, les troupes ont l'ordre d'employer la force maximale. Au matin du 22 juillet, le silence règne encore sur les rues paisibles du quartier d'Al-Falah. Mais ce calme ne durera pas. Dans la chaleur écrasante du matin, les rues autour de la villa se vident. Un silence tendu s'installe, alors que le soleil de Mossoul monte dans le ciel. Vers 10 heures, les forces américaines se déploient en position. L'opération est méticuleusement préparée. Au cœur du dispositif, les commandos de la Delta Force, membres de la Task Force 20, une unité d'élite chargée de traquer les dignitaires du régime de Saddam. Ils sont appuyés par des soldats de la 101e division aéroportée, réputés pour leur efficacité. Des Humvee blindés et des véhicules de combat Bradley bloquent les accès, tandis que des hélicoptères tournoient dans le ciel, leurs pales brassant l'air lourd. Sur les toits voisins, des snipers verrouillant leurs cibles. Le quartier est hermétiquement scellé. Les civils sont évacués des rues, mis à l'abri du danger imminent. Puis, une voix résonne en arabe depuis un haut-parleur. L'appel est clair. Sortez les mains en l'air. Les soldats promettent un traitement sûr en cas de capitulation. C'est la procédure habituelle, une chance offerte pour éviter l'effusion de sang. Mais de la maison, aucune réponse. Le silence est total. Soudain, des rafales d'armes automatiques déchirent l'air, crépitant depuis les fenêtres de la villa. Les balles sifflent et percutent les murs. Les soldats américains ripostent instantanément, plongeant à couvert pour évaluer la menace. Il n'y aura pas de reddition. À l'intérieur, Uday et Qusay ont transformé la demeure en forteresse. Postés aux étages supérieurs, ils profitent de leur position dominante, arrosant les rues de tir. Ils disposent de fusils d'assaut, de grenades et de munitions en abondance. Avec eux se trouve aussi le fils de Qusay, Mustapha. L'adolescent est armé, lui aussi. Les Américains comprennent alors que l'assaut sera long et meurtrier. Ce qui devait être une arrestation rapide vient de se transformer en un siège en plein jour. Dans les rues de Mossoul, l'air est saturé de poussière et de fumée. Les soldats américains ripostent avec tout ce qu'ils ont. Les rafales des mitrailleuses M249 déchirent l'air, tandis que les lance-grenades et les roquettes anti-chars AT-4 martèlent la façade. L'air s'épaissit, chargé de verres brisés et d'éclats de béton. De petites équipes d'assaut tentent de pénétrer dans le bâtiment, espérant mettre fin rapidement au combat.
mais chaque tentative pour atteindre la porte se heurte à un mur de feu. La stratégie initiale est un échec. Près d'une heure s'est écoulée. Il devient évident que la puissance de feu au sol ne suffira pas. À l'intérieur, les frères Hussein ne cèdent pas. Le commandement de la Task Force 20 demande un soutien aérien et des armes plus lourdes. Soudain, un grondement sourd couvre le bruit des tirs. Des hélicoptères d'attaque Apache de la 101e aéroportée apparaissent dans le ciel, tournoyant au-dessus de la villa. L'assaut est sur le point de changer de dimension. L'un des appareils verrouille sa cible, le premier étage de la maison. Quelques instants plus tard, un missile Hellfire est tiré. L'explosion est fulgurante, illuminant le ciel. Une partie de l'étage s'effondre dans un nuage de débris, mais contre toute attente, les tirs reprennent depuis la structure en ruine. Ils sont toujours en vie. À l'intérieur, les combattants s'adaptent. Ils se déplacent de pièce en pièce, utilisant les meubles comme abris improvisés et tirant depuis de nouvelles positions. Leur maîtrise du combat urbain est évidente. Ils savent comment tenir une position défensive, transformant chaque recoin de la maison en un piège potentiel. Un second missile Hellfire est tiré, visant cette fois le toit. L'impact est dévastateur. Pourtant, le silence ne se fait toujours pas. Pour les soldats américains au sol, le risque augmente à chaque minute. Plusieurs d'entre eux sont touchés, certains par des tirs venus des fenêtres, d'autres par des éclats de grenades ou de béton. Sous un feu nourri, des soldats doivent ramper pour se mettre à l'abri tandis que leurs camarades évacuent les blessés. Malgré le chaos, l'opération continue. Des renforts sont appelés et les blessés sont évacués. Les commandants le savent. Il faut en finir, mais il faut le faire correctement. La bataille s'étire sur plus de 6 heures, l'un des plus longs affrontements directs que les troupes américaines aient connus depuis le début de l'invasion. Puis, vers 4 heures de l'après-midi, tout s'arrête. Plus un seul coup de feu ne provient de la maison. Le silence est total. Dans le silence qui suit la bataille, la fumée s'élève encore au-dessus des ruines. Vers 17 heures, le fracas des armes a enfin cessé, laissant place à une tension palpable. La menace est neutralisée. Les troupes américaines progressent avec une extrême prudence. La maison n'est plus qu'une carcasse éventrée, à peine debout. Chaque pas est calculé, chaque recoin inspecté à la recherche de pièges ou de survivants. Il faut s'assurer que le danger est véritablement passé, car à l'intérieur de ces murs déchiquetés, une découverte les attend. Au milieu des décombres des 2e et 3e étages, ils trouvent 4 corps, 2 hommes adultes, un adolescent et un 4e homme qui semble être un garde du corps. Tous ont été tués durant l'affrontement. L'un des adultes porte une blessure par balle à la tête, sans doute tirée dans les derniers instants du combat. Le garçon, lui, a été touché à plusieurs reprises. Des photographies sont immédiatement prises et transmises au service de renseignement. L'identité de ces hommes est une priorité absolue. Les experts commencent alors un travail méticuleux comparant les dossiers dentaires, les cicatrices et les anciennes radiographies. Ils recherchent des indices précis, la claudication d'Oudaï, souvenir d'une tentative d'assassinat et les tiges de métal dans sa jambe. Les dossiers médicaux de Koussaï révèlent d'autres blessures caractéristiques. Chaque détail est passé au crible, de la structure osseuse aux traces de chirurgie passée. Après une analyse minutieuse, la comparaison ne laisse aucune place au doute. Le verdict tombe, officiel et sans appel. Les 2 hommes adultes sont bien Oudaï et Koussaï Hussein. L'adolescent est identifié comme étant Mustapha, le fils de Koussaï. Le 4e homme était leur garde du corps. 2 jours après les échos des derniers tirs, le monde retient son souffle. La rumeur court, mais personne ne sait vraiment ce qui s'est passé dans cette villa de Mossoul. Le 24 juillet 2003, les porte-paroles de l'armée américaine se présentent face aux caméras du monde entier. Pour ne laisser aucune place au doute, une décision radicale est prise, montrer les corps. Des photographies crues sont projetées. L'image allait devenir une arme. La décision est controversée au sein même du commandement américain. Certains jugent ces clichés nécessaires pour couper court aux théories du complot et briser le moral des derniers loyalistes. D'autres redoutent l'impact d'une telle brutalité visuelle. Mais en Irak, l'effet est immédiat. Le pays se fracture sous le choc de la nouvelle. À Bagdad et dans le sud, là où la haine du régime est la plus forte, des scènes de liesse éclatent dans les rues. Des tirs de célébration crépitent dans les airs. Des larmes coulent, non pas de tristesse, mais d'un immense soulagement.
Pour beaucoup, la mort d'Oudaï et Koussaï marque la véritable fin du règne de terreur de Saddam Hussein. Mais tous ne partageaient pas cette joie. Dans le nord de l'Irak, au cœur des bastions tribaux et baasistes, l'ambiance est tout autre. La nouvelle est accueillie avec stupeur et colère. Le déni s'installe. La rumeur enfle. Ce ne sont que des sosies, des doublures. D'autres murmurent que les Américains ont tout mis en scène. Le doute était puissant, mais la réalité l'était encore plus. Pourtant, à mesure que d'autres clichés et des preuves médico-légales sont diffusés, l'incrédulité commence à se fissurer. Lentement, même les plus sceptiques sont forcés de se rendre à l'évidence. La page était tournée. Dans l'ombre des hangars militaires, une question délicate se posait. Que faire des corps de Oudaï et Koussaï Hussein? Une fois l'identification formellement confirmée, les dépouilles sont transportées par avion vers Bagdad. Les forces américaines craignaient une chose, que leurs tombes ne deviennent des lieux de pèlerinage, des points de ralliement pour l'insurrection. Quelques jours plus tard, au cœur de la nuit, les corps sont acheminés en secret jusqu'à Tikrit, le berceau de la famille Hussein. Mais il n'y aura ni funérailles publiques, ni cérémonie. Juste une mise en terre sous haute sécurité avec une poignée de témoins. Les tombes, anonymes et dissimulées, ne devaient jamais être retrouvées. Pendant que ces événements se déroulaient dans le plus grand secret, la vie d'un homme basculait pour toujours. Quelques jours seulement après le raid, Nawaf al-Zaidan recevait discrètement la totalité des 30 millions de dollars. Cette somme faisait de lui l'un des informateurs les mieux payés de l'histoire moderne. Pour garantir sa sécurité, les services de renseignement américains organisèrent rapidement son départ définitif d'Irak avec toute sa famille. Son nom, jamais confirmé officiellement par l'armée américaine, finit par fuiter via des sources irakiennes. Où est-il allé? Le mystère reste entier. Certains murmurent qu'il a refait sa vie en Europe ou dans le Golfe, sous une nouvelle identité. D'autres affirment qu'il s'est simplement volatilisé pour ne plus jamais réapparaître. Au lever du jour, une épaisse fumée noire s'élève encore des ruines. Le silence qui suit la bataille est assourdissant, presque plus lourd que le bruit des explosions. Les murs éventrés de la villa laissent échapper une fumée âcre qui noircit les façades voisines. Les témoignages des riverains racontent comment l'assaut a fait trembler leurs maisons. Des débris ont volé, blessant certains, mais aucun civil n'a été tué. L'armée américaine affirmera avoir tout fait pour limiter les pertes, mais une fois les tirs engagés, la réponse devait être totale. La mort d'Oudaï et Koussaï est bien plus qu'une simple victoire militaire. C'est une démonstration de force, un message clair. Personne, pas même les fils du dictateur, n'est hors d'atteinte. Pour un peuple irakien qui a vécu des décennies sous la terreur, cette nouvelle apporte un souffle d'espoir. Pourtant, la guerre était loin d'être terminée. Quelques mois plus tard, en décembre 2003, l'impensable se produit. Près de Tikrit, les troupes américaines découvrent Saddam Hussein lui-même. L'homme qui dirigeait l'Irak d'une main de fer est retrouvé seul, caché dans une simple fosse creusée dans la terre. Ce moment marque un nouveau tournant décisif dans le conflit. Malgré la capture de Saddam et la mort de ses fils, la violence ne s'arrête pas. Au contraire, une insurrection puissante s'organise et les attaques contre les forces américaines deviennent quotidiennes. Mais pour beaucoup d'Irakiens, la chute des deux frères symbolisait quelque chose de plus profond. C'était la fin d'une époque, la fin d'un règne de peur.